Eli Bob, bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous retrouver. Alors, une fois n'est pas coutume, dans l'émission Les Destins du rugby, on va expliquer dans quelques minutes pourquoi il y a quand même un lien particulier qui te lie au rugby. On va bien sûr revenir sur ta longue carrière footballistique et puis essayer de faire quelques parallèles. D'abord, en quelques mots, donc toi, tu es né en 1955 à Saint-Gaudens, donc dans une terre quand même où le rugby est très fort. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir avec le ballon ovale? Les premiers souvenirs, c'est au collège, parce qu'on avait des cycles d'éducation physique où on alternait les sports collectifs et comme on est dans une terre de rugby, le cycle rugby était bien présent dès la sixième ou la cinquième. Donc, tu découvres ce sport à ce moment-là et fait quand même rare ou drôle. Tu commences vraiment à faire carrière dans le foot en tant que gardien de but. Donc, tu intègres le TFC, tu es dans la filière du très haut niveau. Mais en parallèle de ça, tu es étudiant et tu joues au rugby en universitaire en même temps. Oui, parce que c'est une histoire surtout de copains, hein, parce que la vie collective dans tous les sports, elle fait à la fois référence à la technique du jeu, mais aussi à la camaraderie. Et tous mes copains de l'UREPS, c'était le STAPS, éducation physique, étaient des rugbymen, donc ils m'ont embarqué avec eux et on a vécu de belles aventures. Le paradoxe, c'est que je jouais au rugby le jeudi et que j'étais en équipe de France de football universitaire. Donc parfois, le sélectionneur de l'équipe de France de football universitaire, il cherchait où j'avais joué. Et tu jouais quel poste du coup au rugby en universitaire? Ah ben là, j'étais gaillard, hein, j'étais heureux. J'étais troisième ligne L avec, il y avait Christian Lanta, il y avait que des noms du rugby, Pierre Rispal. Et l'anecdote, c'est qu'il y avait deux intrus, c'était Claude Onesta qu'on faisait jouer deuxième ligne. Lui, il était handballeur et moi, footballeur, un peu troisième ligne. Après, je ne faisais pas tous les matchs. Et cette saison-là, avec l'équipe de l'UREPS, on est allé en finale du championnat de France contre le Crêpes de Toulouse, où il y avait les fameux Philippe Dantras et autres. C'était dire, quand je voyais arriver face à moi un international comme ça, j'avais un peu envie de m'échapper, mais je n'avais pas le droit par rapport aux autres. Ah, tu cites que de grands noms, donc je le répète, Eli Bop, on est En- ensemble dans les destins du rugby et c'est pas une blague parce que tu as un rapport à ce sport qui est très particulier. Mais revenons à ta carrière. Donc toi, tu es gardien de but jusqu'en équipe de France junior, tu joues au TFC puis à Mazamet et puis tu es obligé d'interrompre ta carrière suite à un grave accident de voiture à 24 ans. Et là, tu bascules vers l'entraînement au centre de formation de Toulouse d'abord. Et puis s'ouvre à toi une très grande carrière d'entraîneur en première division qui va commencer en 97 au Girondins de Bordeaux pour se terminer fin 2013 à l'OM. C'est une longue carrière. Ce qui m'intéresse, c'est de revenir avec toi sur l'évolution aussi du football professionnel. Tu parlais des aventures collectives et de la camaraderie dans le sport professionnel. On me demande souvent si le rugby, avec l'argent, la médiatisation, va arriver vers les travers que connaît le football aujourd'hui en termes d'individualisation. Toi, en 97, quand tu arrives au Girondin de Bordeaux, le foot est professionnel, mais est-ce que tu retrouves encore cette dimension collective de vestiaire, de sentiment d'appartenance au maillot? Est-ce que tu arrives à manager quelque part comme une équipe de rugby à ce moment-là? Oui, tout à fait. Et je ne peux pas passer sous silence, et je m'excuse dans le parcours, c'est que j'ai débuté entraîneur dans un fief que tu connais très bien, qui est Castelnaudary. J'étais C'est entraîneur-joueur exact. d'une équipe, c'est mes premiers débuts. Une équipe qui jouait à l'époque en National 4, R1 ensuite. Et à côté de nous, il y avait un certain Claude Spanghero, entraîneur de l'équipe de rugby. Et le fait rare, c'est qu'on partageait les entraînements par rapport à un terrain et à la fin, on mixait les entraînements et on vivait des troisièmes mi-temps collectives. Voilà. À partir de là, j'étais obligé à m'imprégner du rugby. Pour revenir à la question, c'est vrai que la notion collective de solidarité dès mes débuts d'entraîneur professionnel, j'ai toujours cherché ça. Les entraîneurs que s'ils cherchent, ils cherchent à avoir le meilleur collectif possible et la meilleure adhésion, union collective possible pour aller vers des résultats. Je pense que personne ne peut obtenir des résultats tout seul et le rugby en est l'exemple même. Hein. Si tu es talonneur, même si tu es le plus grand talonneur du monde, je ne pense pas que tout seul, s'il n'y a pas les autres avec toi, tu ne peux pas gagner le match.
Et est-ce qu'au fil de ta carrière, puisque là on revient sur les débuts au Girondins en 97, où tu arrives en cours de saison, tu es adjoint de Guy Stéphane en début de saison, la saison ne se passe pas bien, on veut créer un électrochoc, on limoge Guy Stéphane, tu passes numéro un et tu finis une très belle saison, je crois, à la sixième place cette année-là. Donc j'imagine en allant chercher un peu les leviers de motivation dans ton équipe. Et puis je le disais tout à l'heure, tu termines en 2013 à l'Olympique de Marseille. Entre-temps, il y a Saint-Étienne, il y a le TFC, il y a Nantes pour finir à l'OM. Est-ce qu'au fil des ans, tu as senti que ton discours axé aussi sur les valeurs, il se délitait un peu ou tout au long de ta carrière, tu as réussi à aller chercher ces ressorts-là dans ton vestiaire? C'est évidemment des ressorts que j'ai toujours appréciés en tant que manager et qui m'ont permis aussi de me hisser à ce niveau. Disons que j'étais plutôt un meneur d'hommes, mais je ne mettrai pas de côté tout l'aspect technico-tactique parce que c'est un projet de jeu, c'est un projet d'équipe au niveau de la maîtrise collective du jeu, que ce soit dans des choix tactiques, de système de jeu ou autre. On ne peut pas faire que du management humain et surtout pas trop rentrer à l'émotionnel, mais ça m'a servi dans des moments difficiles ou inversement dans des moments d'euphorie. C'est vrai que ces valeurs, ces repères collectifs, de ramener toujours à une forme de solidarité, une forme d'entraide, aussi de respect de l'adversaire, une manière de toujours avoir une forme d'humilité, ça m'a servi. Et ces bases-là, c'est vrai que je les avais partagées ou que je les ai toujours partagées avec des amis du rugby. Et donc, on va revenir après sur le regard que tu portes sur le rugby aujourd'hui, son évolution en tant qu'observateur avisé. Mais avant de passer à ça, je voulais te demander, dans cette longue carrière, si tu dois ressortir un ou deux moments particulièrement forts. Bon, il y a un titre de champion de France avec les Girondins, j'imagine que ça en fait partie. Il y a aussi une qualification en Champions League avec l'OM. On sait à quel point le rapport au foot dans cette ville est particulier. Moi, de ce que je vois de ta biographie, j'ai l'impression que ça fait partie des moments forts, mais il y en a peut-être d'autres qui paraissent plus anodins, qui, toi, t'ont marqué. Bon, il y a déjà le fait d'avoir duré parce que j'ai fait plus de 600 matchs professionnels en première division, ensuite une centaine de matchs en Coupe d'Europe, parce qu'il y a la Champions League, que ce soit avec Bordeaux, avec Marseille ou avec Toulouse, mais il y a aussi les Coupes d'Europe. Avec Bordeaux, on a participé chaque saison aux Coupes d'Europe, avec Saint-Étienne aussi, une saison. Voilà, c'est cette régularité de passer les 700 matchs professionnels qui me marque à moi. Voilà, c'est ce que je retiens de ma carrière. Après, il y a des moments heureux, des moments plus difficiles, mais chaque fois, c'est ce ressort humain qui a guidé ma carrière. Et aujourd'hui, si quelque part je me retourne en arrière, c'est ces échanges humains, que ce soit avec des champions du monde, des champions d'Europe ou des joueurs qui arrivaient de national ou de deuxième division, avec qui on a bâti des choses, avec qui on a un peu construit leur carrière et avec qui on a plaisir à se retrouver. Voilà, c'est cet aspect humain que je retiens au bout du compte. Ouais, mais c'est le plus important et on en parlait. Alors, je rappelle pour ceux qui nous prennent en cours de route, Eli Bop, on est ensemble dans les destins du rugby. Alors, on parle de ton rapport à ce sport particulier. Donc, tu as grandi dans un fief de rugby, tu as joué en universitaire en parallèle d'une carrière de gardien de foot en équipe de France junior. Et là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton regard sur extérieur, sur le rugby d'aujourd'hui, son évolution. Est-ce que ce rugby d'aujourd'hui te plaît davantage? C'est un débat qu'on a souvent avec ceux qui ont toujours suivi le rugby, qui sont parfois un peu nostalgiques. Quel regard tu portes sur l'évolution de ce jeu? Et est-ce qu'il te plaît autant que le rugby que tu as connu en grandissant? Bah, quand on aime le rugby ou le football, bien sûr, les sports collectifs, on regarde toujours avec bah, beaucoup d'envie, de plaisir. Ça, je ne l'ai pas perdu. Après, à partir du moment où le rugby devient professionnel, il y a, comme au football, aujourd'hui, avec les datas, avec les algorithmes, avec tout ça, il y a un côté un peu, pas mélancolique, mais il y a un côté
le latin qu'on a un peu, qu'on perd un peu, mais le sport, le rugby, il évolue tellement, ça va tellement vite, c'est tellement la recherche toujours de la vitesse, la recherche de la lecture du jeu, de créer de l'espace. Il y a plus les gars qui marchent sur le terrain, etc. Donc ça, c'est tous les sports. C'est pas pour rien que voilà, tous les gens à la fin des matchs sont analysés par rapport à leur course de haute intensité, combien ils ont fait de kilomètres, à quelle vitesse, combien de sprints, combien de plaquages, combien de jeux défensifs, combien d'avancées dans l'espace, combien de mètres de gagné. Bon, c'est devenu quelque chose de très technologique, puisque c'est l'évolution aussi de toute la société. Mais derrière tout ça, il y a des hommes, et quelque part, ce à quoi il faut faire attention, ça me parlait de nostalgie ou de romantisme, parce que on est des latins et on a un côté un peu romantique par rapport à tout ça. Il faut faire très attention au nombre de matchs et aux blessures et à tout ce qui tient à ça, parce que la multiplication des événements, par le biais des télés ou autres, de ce rapport avec l'argent qui est très conséquent, il doit tenir compte de l'homme. Autant l'homme va de plus en plus vite et de plus en plus fort dans les sports, mais pour répéter 2 matchs par semaine, enfin au football, ou un match toutes les semaines au rugby, il faut faire attention. Ouais, tu as raison de le préciser. C'est vrai que la problématique du rugby, particulièrement par rapport au foot, c'est qu'on a un modèle économique qui repose sur les jours de match, beaucoup moins sur les droits télé par rapport au foot. Donc, on est dans une équation un peu compliquée où les salaires évoluent, l'économie évolue, mais à la fois les droits télé n'évoluent pas depuis longtemps ou très peu. Et donc, l'équation, elle n'est pas simple parce qu'il faut créer des revenus les jours de match. Donc, il faut multiplier les matchs en préservant davantage les joueurs parce que ça tape plus fort, ça va plus vite. Donc, c'est compliqué, mais je veux revenir avec toi, Elibob, sur ce rapport justement à la data. Le rugby est toujours un peu en retard par rapport au foot puisqu'il a été professionnel beaucoup plus tard. Toi, tu l'as intégré complètement durant ta carrière. C'est pas le risque, même si on sait à quel point il faut mettre l'individu au centre de la réflexion, particulièrement quand on est dans le sport de haut niveau, mais de vouloir tout rationaliser sur la base des chiffres et de vouloir se rassurer aussi en enlevant cette part de subjectivité. Ouais, tout à fait, hein. C'est un point criard de ces analyses. C'est un support incontournable qui aide beaucoup dans le choix aussi des joueurs, parce que quel va être le rapport avec l'autre, quelle va être la complémentarité, quelle va être la possibilité. Donc, en fonction des datas, des déplacements des uns et des autres, du style de jeu de certains joueurs, on sait qu'ils vont pouvoir être complémentaires avec d'autres. Donc, dans le recrutement, on va pouvoir s'en servir. Mais le danger, effectivement, c'est qu'il n'y a qu'une réflexion sur la performance individuelle, et qu'à partir de là, certains joueurs se fixent sur des objectifs individuels avec avoir les meilleurs stats possibles au détriment parfois du collectif. C'est un peu le danger. On favorise l'individualisation, l'aspect personnel, je dirais, par rapport au poste, par rapport au jeu sur un match, mais il ne faut pas oublier qu'on est tributaire de tous les autres. Et je pense qu'au rugby, encore plus qu'au football, les avants, je ne vois pas des avants se détacher par rapport à des datas et ne pas être liés à la performance des 8 joueurs de devant, quoi. Alors, Elibob, là, tu rebondis sur un point important. C'est vrai que je pense que la différence du rugby par rapport aux autres sports, sur ce qui peut nous préserver justement sur ce rapport à la data, c'est cette notion de soutien où le joueur qui a plus le ballon garde un rôle à jouer dans le jeu au soutien de celui qui l'a, ne serait-ce que pour préserver son intégrité physique. Et donc là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus philosophique où on peut forcément pas être égoïste. C'est, je crois, ce qui nous protège encore malgré l'arrivée de l'argent et de quelques travers extérieurs aux joueurs. Je vais rebondir sur l'équipe de France. J'imagine que tu as suivi de façon attentive la dernière Coupe du Monde, que cette équipe de France t'a plu. Quel regard tu portes sur cette génération-là, sur ce rugby français et ses joueurs? Ouais, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des générations qui se succèdent au niveau des 20 ans, hein, et qui sont champions du monde, je ne sais pas depuis combien, là, ça fait Trois fois 3 fois. consécutifs.
3 fois consécutives, c'est incroyable. Donc, il y a un potentiel, un réservoir incroyable. Là, je ferai un parallèle avec le football français, qui a les meilleurs centres de formation. Aujourd'hui, les joueurs les plus exportés dans le monde, que ce soit en Angleterre, en Italie, en Allemagne, en Espagne. Après le Brésil, c'est la France. Et encore, on rattrape le Brésil. Ça veut dire qu'on forme très bien individuellement des joueurs. Et sur le football français, les perd. Mais quelque part, la France est reconnue pour sa formation. Et quand je vois au rugby, donc 3 fois d'affilée champion du monde les 20 ans, ça veut dire qu'il y a un réservoir incroyable et qu'il y a un travail au niveau des éducateurs, des formateurs formidable. Hein. Il y a un travail derrière tout ça. Il y a une structuration de la formation qui est remarquable. Ouais, c'est vrai, ça nous permet d'être assez ambitieux pour l'avenir parce que au-delà de la performance sportive pure, je pense pour en avoir parlé beaucoup avec des gens qui sont au plus proche de l'organisation que au-delà de ça, nous dans le rugby, contrairement au foot, il y avait une forme d'inhibition par rapport aux nations du Sud longtemps parce qu'on les battait peu. Et ces dernières générations des moins de 20 ans les ont déjà battus régulièrement lors des compétitions des championnats jeunes. Et donc, il y a toujours du respect, bien sûr, comme pour les autres adversaires. Mais on est moins écrasé par l'enjeu quand on rencontre ces nations, notamment les Blacks. Et donc, on le voit ces dernières années, on les bat quand même plus régulièrement chez les grands. Mais il faut arriver à franchir cette dernière marche. Dernière question pour toi, Elibop, justement, le poids de l'expérience. Je l'ai dit souvent avant la Coupe du Monde, on avait une équipe de France qui était la plus inexpérimentée des nations majeures qui prétendaient au titre en termes d'âge et de matchs joués. Alors tout ça est très subjectif, mais quel regard tu portes sur le poids de l'expérience des joueurs dans ce type de compétition où ça se joue à rien quand on voit que les Sudaf gagnent leurs 3 matchs de phase finale d'1 point. C'est pas dû qu'à la stratégie, à ce qu'a proposé Erasmus, c'est dû aussi à l'expérience de ces joueurs-là. Oui, oui, on est d'accord. Il faut déjà des joueurs stables, des joueurs qui gèrent l'émotionnel, qui ont vécu les situations. Que ce soit dans tous les... On le voit, par exemple, le handball français qui est très performant. Il y a pas que des jeunes, ils se régénèrent, mais il y a toujours cette filiale avec des joueurs qui ont le vécu des grands titres et ils transmettent ce savoir, enfin, ces connaissances à la fois émotionnelles, ensuite la gestion des moments. Au handball, ça se joue dans les dernières minutes, des égalisations, des prolongations et des titres derrière. C'est incroyable. Et là, on voit bien qu'il y a des garçons qui sont très expérimentés, qui ont déjà vécu ça. Après, il ne faut pas chercher qu'une équipe avec 15 ou 11 joueurs expérimentés, mais il faut dans toutes les lignes, dans tous les postes clés, je dirais, des joueurs qui ont déjà vécu. Et quelque part, si vous avez déjà gagné une Coupe du Monde, et bien derrière, je pense que on peut en gagner une autre, mais la première fois, c'est toujours très difficile. On a vu avec le football français en 98, et depuis, on voit les résultats qui sont conséquents. Et c'est dommage que l'équipe de France de rugby n'ait pas gagné cette Coupe du Monde, parce que derrière, je pense que ça pouvait enchaîner sur d'autres victoires. Il faut aller chercher cette première Coupe du Monde, et là, c'est vrai que l'expérience, elle le joue beaucoup. Alors, le scénario, en effet, était magnifique, mais la chance que le rugby français a, je crois, c'est que ces joueurs-là, pour la plupart, les joueurs cadres, ils seront encore dans la force de l'âge en 2027. Et donc, ils auront accumulé cette expérience aussi des rendez-vous manqués qui leur servira pour progresser. En tous les cas, Elibop, merci beaucoup. Au nom de toute l'équipe Sud Radio, je te remercie pour ton temps. Et puis, on voulait te dire que voilà, tu étais un peu le chouchou des coachs de foot parce qu'on a toujours ressenti, qui transpirait chez toi, ce rapport particulier aux valeurs, ce lien à nous, les rugbymen. Et en ça, on te remercie pour ton analyse, ton regard et ton retour d'expérience sur ce regard que tu portes sur l'évolution du rugby, son environnement. Me reste plus qu'à te souhaiter une belle soirée, à te dire à très vite quand tu veux. Tu es chez toi chez Sud Radio. Merci à vous pour cet accueil chaleureux.